Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Nicolas, notre CTO, qui est également qui a été responsable de l'équipe de R&D, qui gère toute l'équipe engineering. Et du coup, aujourd'hui, le but, c'est vraiment de pouvoir discuter avec Nicolas autour d'un verre avant le petit-déj, le déjeuner, pardon, autour de ce qu'on peut attendre quand on est un développeur, savoir un peu ce que les recruteurs attendent. Hein, Nico, je pense qu'on a quelques questions à te poser. On est parti? On est parti. Comment est-ce que tu évalues un jeune diplômé par rapport à un candidat qui a plus d'expérience? Ça, c'est une bonne question. Bonjour tout le monde, déjà. Je n'ai pas dit bonjour. Effectivement, on ne regarde pas la même chose quand on a un candidat en face de nous qui est jeune diplômé versus quelqu'un qui a déjà de l'expérience. Sur un jeune diplômé, on sera plutôt en recherche d'un potentiel. Donc, on va essayer d'évaluer la capacité du candidat à apprendre de nouvelles choses, comment il réagit face à une problématique, à une difficulté. Est-ce qu'il est capable de chercher l'information par lui-même, sur Internet, ou demander autour de lui, etc. Est-ce qu'il va rester bloqué trop longtemps potentiellement, ou est-ce qu'il va être capable de demander de l'aide à quelqu'un de son équipe. Donc c'est ce qu'on va essayer de déceler chez un junior qui sort de l'école. C'est vraiment ce côté potentiel, capacité à apprendre et à progresser. Quelqu'un qui est plus senior, on va plutôt chercher quelqu'un qui a déjà fait ses preuves. Du coup, en entretien, on va plutôt lui demander des exemples concrets qui met en évidence ce qu'il a su acquérir comme connaissance, ou comme connaissance, comme compétence, et qu'il sache l'illustrer, prendre un peu du recul et nous dire voilà, en quoi c'était bien ou pas bien, est-ce qu'il ferait la même chose la prochaine fois ou différemment parce que depuis il a appris des nouvelles choses. D'accord. Donc voilà, plus du potentiel chez un junior et plus des preuves d'acquisition de connaissances et compétences pour quelqu'un de senior. D'accord. Et si j'ai bien compris, pas que du technique. Pas que du technique. Voilà, la problématique peut être technique, que ce soit du développement pur, voilà, comment coder un nouvel algo, comme méthodologique ou juste voilà, de la culture même nécessaire pour répondre aux besoins d'un utilisateur ou d'un client. D'accord. J'espère que ça répond à la question. Penses-tu que des tests techniques sont utiles dans le cadre d'un recrutement? Et comment est-ce qu'ils aident à différencier les candidats? Bon, deux questions. Ouais, on va commencer par la première déjà. On va commencer par la première. Les tests techniques, qu'est-ce que j'en pense? De mon expérience, un test technique, c'est toujours important de le réaliser. Pareil pour les deux profils, que ce soit pour les juniors ou pour les plus expérimentés. Parce que alors, je vais faire comme nous on fait chez Bonitasoft, le test technique c'est un test de code. Donc, on va demander au candidat de développer quelque chose à la maison, à son propre rythme, avec accès à toutes les ressources dont il a besoin pour répondre aux challenges techniques. L'intérêt, c'est qu'on peut évaluer, dans la base du code qui a été produit, les compétences ou les connaissances du candidat. Et sa capacité, c'est quelque chose qu'il ne savait pas faire avant l'entretien. Il a été capable de l'apprendre par lui-même dans le délai imparti. Et il nous présente sa solution. Et c'est un très bon support pour une discussion, enfin un échange en entretien en face à face, parce qu'on peut parler de code. Le code détient la vérité finalement. Plutôt qu'un candidat qui est très bon à l'oral pour bien présenter lors d'un entretien, mais qui techniquement potentiellement est un peu juste. Là, quand on parle de code, finalement, on arrive plus facilement à déceler les connaissances ou les compétences du candidat. Ça marche aussi bien pour un junior que pour quelqu'un d'avancé. Évidemment, le test, lui, doit être adapté au niveau d'expérience du candidat. On ne peut pas demander à un junior la même chose qu'à un senior. D'accord. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment très important, c'est un outil qu'on utilise beaucoup. Et je pense que beaucoup de recruteurs l'utilisent de nos jours. Parce qu'encore une fois, le code est la vérité. On ne peut pas tricher quand on code. Donc, attendez-vous à passer des tests techniques voilà, si vous candidatez dans Vous avez entreprise. entendu, préparez-vous. Alors, j'ai encore une autre question. Ah, tiens, c'est plus orienté open source. Donc là, tu vas pouvoir en parler comme on est dans une entreprise open source. Alors, être dans une entreprise avec un produit open source, est-ce que ça change les attentes dans la façon de recruter? C'est une bonne question aussi. Effectivement, la dimension open source va nécessiter de la part du candidat une ouverture d'esprit qu'on ne retrouve pas chez tous les développeurs. L'ouverture d'esprit va être dans la volonté de contribuer à un projet et d'aider la communauté. Quand on est sur un projet open source, on a besoin de partager avec les utilisateurs, on a besoin de partager avec la communauté, d'échanger, un peu comme on fait aujourd'hui, voilà, en direct, soit en vidéo, soit par chat ou via un forum. Et du coup, lors d'un processus de recrutement, on va être très attentif à ses penchants dans la personnalité du candidat. Est-ce que c'est quelqu'un qui aime partager? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime échanger, qui aime communiquer? Parce que c'est quelque chose dont il va avoir besoin pour communiquer avec la communauté open source.
Un deuxième aspect qui est important, il est plus côté fierté, ego de développeur. Quand on est sur un projet open source, le code est disponible à tout le monde de la communauté pour le lire. Et du coup, un développeur open source tirera une certaine fierté à produire un code de qualité, facile à lire et à maintenir, parce qu'il sait que quelqu'un d'autre va le relire. Pas forcément lui, pas forcément quelqu'un de son équipe en qui il a confiance ou qui connaît, mais n'importe qui sur la planète peut télécharger le code, lire et voir que c'est toi qui l'as écrit. Du coup, il y a une certaine fierté, une certaine pression aussi quelque part. On veut être sûr que ce qu'on produit est de bonne qualité pour être fier de ce qu'on a livré à la communauté. Donc voilà, c'est ces deux aspects-là qu'on essaie de déceler dans les candidats quand on est dans le monde de l'open source. Intéressant, bah, je le vois moi, hein, même au niveau de la communauté, même quand on produit du contenu lié à son code, il y a de la fierté, mais il y a aussi le côté je dois bien faire, que ce soit compréhensible par toute la communauté, etc. C'est vrai que... Le côté lisible, compréhensible est très important. C'est vrai en contenu, c'est vrai dans le code. Ouais. C'est vrai tout le temps dans le code, que ce soit lisible et maintenable. Mais dans le cadre de l'open source, il y a aussi ce côté, cette dimension publique. On se met un peu en avant, finalement, en tant que développeur. Parce que les gens peuvent voir ce qu'on fait, peuvent regarder notre code, peuvent juger éventuellement la qualité de ce qu'on fait, donc c'est important. Donc ça doit être dans la personnalité du candidat. Alors ne soyez pas timide hein, si vous voulez faire de l'open source. Hein. Voilà. On peut être fier de ce qu'on fait, on se met en avant, on collabore, c'est vraiment du positif. Et il ne faut pas se sentir mal de vouloir le faire. Hein. Non, au contraire, c'est très enrichissant. Personnellement, puisque du coup, on a beaucoup d'échanges avec la communauté, donc on apprend énormément. On apprend de la communauté apprend de nous. Voilà. J'adore dire que la connaissance, c'est une des rares choses où plus on la partage, plus elle grandit. Et voilà. C'est quelque chose qu'il faut absolument avoir en tête. Il faut que ce soit partie prenante de la personnalité des gens dans le monde de l'open source. Donc, voilà. Si vous candidatez un jour à une entreprise open source, sachez que ce sont des critères de personnalité qui vont être recherchés. Donc n'hésitez pas à le mettre en avant, que ce soit sur votre CV ou lors de l'entretien, glissez-le. Bah d'ailleurs, moi j'ai une question par rapport à ça. Je me permets. Hein. Lié à ça, on sait que du coup on utilise beaucoup GitHub, on travaille beaucoup sur des forums type Stack Overflow, il y a des gens qui font des blogs, etc. Est-ce que pour un candidat, quand il fait ça, c'est quelque chose que va noter le recruteur ou en fait tout le monde le fait et c'est pas forcément quelque chose à mettre en avant, je sais pas. Alors, je pense que c'est très important. Si vous le faites, valorisez-le. Encore une fois, je pense que ça va démontrer votre personnalité, votre goût pour le partage communautaire. Ça permet aussi aux recruteurs d'identifier la qualité de ce que vous produisez. Hein. Si vous mettez des choses publiques, c'est pour que les gens le voient, du coup les gens vont les regarder, le recruteur ira certainement regarder. Personnellement, je vais regarder parce que je trouve ça très important, mais je pense que c'est vrai pour tout recruteur. Ça donne une bonne vision sur la qualité de ce que le candidat peut produire, sur son approche, sur ce qu'il aime faire, sur quelle fréquence il le fait. Donc je pense que c'est important. Si vous le faites, mettez-le en avant, valorisez un peu ce que vous faites, soyez fiers. Ah oui. Est-ce vraiment utile d'envoyer des lettres de motivation aujourd'hui? Ah, ça c'est la question. Ça c'est une grande question. Ça va dépendre du recruteur. Alors là, il n'y a pas une réponse unique. Hein. La réponse va dépendre du recruteur. Du coup, ce que je pourrais conseiller aux candidats, c'est d'essayer de se renseigner. Quand vous devez passer, quand vous voulez candidater sur un poste, etc., n'hésitez pas à appeler carrément le recruteur avant de transférer votre CV et demandez-lui. Voilà. Est-ce que vous avez besoin d'une lettre de motivation? Est-ce que vous pensez que c'est important? Est-ce que quels sont les points importants dans le poste que vous proposez que je dois valoriser au travers de mon CV? Parce que la lettre de motivation, c'est pour valoriser son CV. Mais je pense que le meilleur conseil que je puisse donner, c'est même de personnaliser le CV en fonction du poste auquel on candidate. C'est important parce que selon le poste, le recruteur ne recherche pas la même chose. Il ne va pas être attentif aux mêmes détails sur le CV. Si on cherche un développeur en back-end, par exemple, qui fait du Java, si vous avez beaucoup d'expérience en Python et que vous avez mis des tartines d'exemples de projets en Python, ça a un peu moins de poids que le seul projet en Java que vous avez fait. Donc éventuellement, plus étoffer la description du projet Java si c'est un profil Java qui est recherché, réduire la description des projets Python juste pour donner l'exemple que vous savez faire du Python et donc d'autres expériences dans un autre langage, mais essayer de valoriser ce que le recruteur recherche. Voilà. Donc, personnaliser le CV, je pense que c'est un meilleur conseil que la lettre de motivation. Par contre, comme chaque recruteur a ses sensibilités, je sais qu'il y a des recruteurs qui ne lisent jamais les lettres de motivation, donc vous allez perdre du temps à le faire. Et il y a des gens qui vont le faire. Voilà. Donc si vous avez un doute, vous n'avez pas moyen de savoir si le recruteur
veut une lettre de motivation, je vous conseillerais de la faire. Au pire, vous avez perdu du temps, mais c'est pas très grave, parce que vous allez gagner un job. Donc, je pense que l'effort en vaut la chandelle. Et pareil, personnalisez votre lettre de motivation. Essayez d'expliquer pourquoi vous candidatez, pourquoi votre CV est intéressant, pourquoi il devrait le lire. Évitez les généralités, ne redécrivez pas votre CV. Voilà. Essayez d'expliquer pourquoi il devrait s'intéresser à votre CV et éventuellement quelles sont les parties importantes de votre CV d'après votre compréhension pour le poste. Dans le doute, faites-le, et si vous avez le moyen de le savoir, juste contactez le recruteur, c'est même plus simple. Oula, alors la question là, elle est assez globale. Entre compétences transverses ou humaines et techniques, lesquelles préférez-vous? Et de quelle manière tranchez-vous entre les unes et les autres? Ouf, compliqué comme question. Attends. Entre les compétences transverses, ok, techniques, lesquelles je préfère, comment on décide? D'accord. Là, on parle de recrutement de développeurs. Donc, c'est indéniable, les capacités techniques sont primordiales. Encore une fois, il y a les deux profils, sortis d'école ou expérimentés, donc on ne va pas avoir le même niveau d'exigence pour les deux. Comme je disais, sur le junior, on sera plutôt sur du potentiel. Si je me focalise sur quelqu'un qui est expérimenté, encore une fois, on va utiliser le test technique pour évaluer les compétences du candidat. Et c'est indispensable que le candidat soit à un niveau technique qui soit en adéquation avec ce qu'on recherche. Donc, si on recherche quelqu'un d'expérimenté qui sera autonome sur du développement Java sur une architecture événementielle, par exemple, si c'est ça la description de poste, il faut absolument que le candidat vienne avec des connaissances solides sur ce sujet. D'un autre côté, un candidat qui est très fort techniquement, si sur le point de vue relationnel, collaboratif, humain, le fameux mindset, l'état d'esprit, qui fait que cette personne-là ne s'entendra pas avec le reste de l'équipe ou ne sera pas en adéquation avec les valeurs de l'entreprise, pour nous, c'est rédhibitoire, c'est un no-go. On ne prendra pas un candidat, même s'il est super fort, ça peut être la star du monde, voilà, plus fort que n'importe qui dans la boîte. S'il a un état d'esprit qui n'est pas compatible avec le reste de la boîte, qui ne sera pas en mesure de collaborer efficacement avec une équipe, on ne le prendra pas. Donc si je devais mettre une priorité entre compétences techniques et excellence technique et valeurs humaines, je mettrais l'accent sur les valeurs humaines un peu plus fort. Parce que une équipe est toujours plus forte quand il y a plusieurs personnes qui collaborent ensemble, plutôt qu'avoir un individu très fort, il ne sera jamais aussi bon que toute une équipe. Donc je préfère quelqu'un qui est peut-être un petit peu moins bon au moment où il arrive chez nous, avec une capacité de continuer à progresser pour devenir aussi bon que le candidat d'à côté, mais s'il a des valeurs humaines plus fortes, 100% des cas, j'irai sur les valeurs humaines en priorité. Et ouais, là moi je parle côté Bonita, et pour ceux qui ont suivi le Tech Chat numéro 1 sur le mob programming, comme nous chez nous on travaille beaucoup quand même sur des méthodologies agiles et par exemple le mob programming, c'est clair que si on ne peut pas travailler en équipe et qu'on n'est pas capable de... Moi on le voit tous les jours, hein. Ça c'est un exemple chez Bonita, mais c'est un bon exemple justement de valeurs humaines importantes et qui permettent à l'équipe d'être plus forte techniquement finalement. Tout à fait. Voilà. Après, c'est pas parce que vous êtes la personne la plus gentille du monde, si vous n'avez pas les compétences techniques, vous ne réussirez pas votre entretien d'embauche non plus. Donc, c'est un équilibre entre les deux. Par contre, si vous devez travailler sur quelque chose, parce que vous savez que vous avez des lacunes, des difficultés ou autre chose, préférez travailler sur l'aspect plutôt collaboration et travail d'équipe avant même sur les côtés techniques. D'accord. Une autre question, si tu recrutes un spécialiste d'une techno qu'on n'a pas en interne, par exemple, comment tu fais pour évaluer la compétence des candidats? Ça, c'est une question compliquée. Je vais passer par le test technique toujours, parce que ce qui va m'importer, c'est de voir les compétences de la personne. Donc, je trouve comment mettre en place un test technique qui va demander à cet expert de résoudre une problématique un peu pointue, en tout cas que je juge pointue pour mes connaissances, et après je vais lui demander de me l'expliquer. Comment il a résolu la problématique, pour quelles raisons il a pris telle solution plutôt qu'une autre. Je veux qu'il soit capable de me transférer un peu cette connaissance-là, qu'il me montre qu'il maîtrise son sujet, qu'il est capable de l'expliquer à quelqu'un. Quelqu'un qui en maîtrise son sujet, mais qui n'est pas capable de transférer cette connaissance ou de l'expliquer, c'est pas quelqu'un qui va pouvoir travailler en équipe et aider l'équipe à progresser. Du coup, j'ai besoin de cette confiance que la personne est capable de me retranscrire ce savoir. Si elle est capable de me le retranscrire, c'est qu'elle maîtrise son sujet. C'est un peu la dualité. Ensuite, si c'est une compétence que vraiment je n'ai pas et que je ne suis pas capable, moi, de juger si le niveau technique est suffisant, je ferai appel à quelqu'un d'autre. Donc,
je ferai appel à quelqu'un en qui j'ai confiance, qui maîtrise ce sujet-là plus que moi, plus que les gens qui sont en interne, parce que la décision ne m'appartient pas qu'à moi, elle appartient à toute l'équipe. Et je vais demander à cette personne en qui j'ai confiance, qui a cette connaissance que je n'ai pas, de venir m'épauler lors du recrutement. Donc, soit elle sera là en présence, soit elle reverra le challenge technique en off, il me donnera son avis, mais je ferai un appel à un ami. L'appel à un ami. L'appel à un ami. Ça, c'est le joker. As-tu des conseils à donner? Ah oui, ça c'est important pour aujourd'hui. Alors, je tiens à préciser que nous avons la bonne distanciation, parce qu'on en a discuté tout à l'heure en off. Avec le Covid, ça se voit pas avec la caméra, mais en fait la table est grande. Et du coup, le but c'est de permettre aussi de discuter tout en respectant les règles. Justement, le Covid. Aujourd'hui, tu vas souvent faire des entretiens, du coup, et dans toutes les entreprises aujourd'hui, vu les situations, on va avoir beaucoup de situations d'entretien à distance. Tu as des conseils à donner aux candidats pour se préparer à ce nouvelle typologie d'entretien qui n'est pas toujours évidente? Bonne question. Effectivement, si vous êtes en recherche d'emploi active actuellement, il y a de fortes chances que vous deviez passer l'entretien à distance, via visioconférence, un peu comme on est en train de faire là. Les conseils que je pourrais donner sont assez basiques, mais il faut peut-être y penser quand on n'a pas l'habitude de faire des entretiens à distance, voilà, on peut se faire avoir. Mettez-vous dans une pièce calme, voilà, évitez le bruit ambiant qui va gêner la communication avec le recruteur. S'il a du mal à vous entendre ou à vous comprendre, ça peut pénaliser l'entretien. Essayez de vous mettre dans un endroit où vous êtes confortablement installé. Voilà, vous allez certainement avoir le stress de l'entretien déjà, donc évitez de vous mettre en endroit où vous n'êtes pas confortable. Vérifiez le son et l'image de votre matériel avant de vous connecter à l'interview. Pareil, si ça ne marche pas, vous passez 10 minutes à régler le micro, la caméra ou autre. La personne ne va pas vous juger, vous, comme étant un mauvais candidat, mais simplement c'est fatigant, surtout si le recruteur fait 4-5 entretiens dans la journée. Si les 4-5, il doit prendre les 5-10 minutes de setup du micro, de la vidéo pour tous les candidats, à la fin de la journée, il est moins patient, il est moins dans l'entretien, il est plus fatigué. Donc, et parmi ça, je pense que ça a de la valeur ajoutée. Côté vestimentaire, essayez aussi d'avoir une tenue qui est en adéquation avec le poste que vous recherchez. Là, on parle de développement, donc peu d'entreprises ont des critères très forts sur la tenue. Mais bon, si vous pouvez éviter d'être en maillot de bain parce qu'il fait chaud chez vous, etc., lors de l'entretien, je pense que c'est quand même mieux. Voilà, donc principalement, je dirais ça. Voilà. Vérifiez votre environnement technique. Si jamais le recruteur vous demande d'utiliser un outil que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais utilisé, n'hésitez pas à lui demander de faire un premier test technique avec quelqu'un de chez eux avant le jour de l'entretien, pour éviter de passer encore une fois les 5-10 minutes au début qui peuvent être pénibles si ça ne marche pas. L'environnement calme, emplacement où vous êtes confortable, et essayez d'être le plus naturel possible devant l'écran et de communiquer clairement. C'est vrai, moi, si je rajoute quelque chose, je pense que c'est toujours agréable de pouvoir le faire en visio. D'autant plus aujourd'hui. Oui. Parce que c'est vrai que parfois on est un peu timide, mais finalement, de l'autre côté, le recruteur, lui aussi, il est en visio, et on est d'égal à égal finalement. Alors, pour parler d'une expérience personnelle, j'ai déjà passé un entretien d'embauche, moi en tant que candidat, au téléphone. J'ai trouvé l'exercice très difficile, parce que quand j'essaie d'expliquer quelque chose, et que je n'ai pas le retour visuel en face, j'ai plus de mal à me rendre compte si ce que j'essaie d'expliquer est suffisamment clair. Il me manque le body language, il me manque l'expression corporelle de la personne en face, voilà, qui va faire oui de la tête quand elle comprend, ou alors gratter le menton en disant je ne comprends pas ce qu'il me raconte. Donc moi j'ai plus de difficultés. Du coup après j'ai tendance à beaucoup parler. Voilà. Du coup si vous pouvez privilégier effectivement le côté visuel, au moins vous voyez l'intervenant en face et vous pouvez vous rendre compte si ce que vous expliquez est clair ou pas, s'il est attentif, s'il vous entend bien ou pas. Privilégier la visio, effectivement, un très bon conseil. Merci. Moi aussi, j'en ai passé des entretiens au téléphone. Est-ce que tu es attentif à la formation scolaire des candidats? Par exemple, est-ce qu'un candidat qui a appris sur le tas a développé mais sans formation diplômante, ça peut t'intéresser? En gros, et comment il peut valoriser du coup dans ce cas-là D'accord. Alors ça, c'est difficile. J'ai 2 expériences en tant que recruteur qui montrent les 2 extrêmes. Des gens qui n'avaient pas de diplôme solide et qui ont appris sur le tas, que j'ai recruté pour leur donner leur chance parce qu'ils avaient quand même une expérience professionnelle, etc. Et avec qui ça s'est pas très bien passé au final, parce que c'est
j'ai pas su déceler lors des entretiens au début. Donc, sa capacité finalement à progresser, il était quasiment arrivé à ses limites. Et ça m'embête parce que quand je recrute quelqu'un, je le fais entrer dans mon équipe, il a le niveau qu'il a quand il arrive, mais je tire une certaine fierté, cette partie de mon devoir en tant que manager auprès de l'équipe, de l'accompagner à continuer à progresser. Et il se trouve que cette personne-là, j'ai pas réussi à le faire. Et avec le recul, j'attribue ça aujourd'hui à ce cursus universitaire finalement qu'il n'avait pas, et cette capacité intellectuelle finalement qu'il n'a pas acquise pendant ses études à comment réagir face à un problème et comment capitaliser sur ses expériences passées. Je pense que c'est quelque chose qu'on apprend à l'université et qu'il n'avait pas fait, et j'ai pas su moi lui inculquer. Par contre, comme j'ai 2 expériences, j'ai une autre personne, reconversion totale, bûcheron à développeur. Donc autant vous dire que la formation de base, c'était pas la même. Et comme c'était le deuxième, j'étais beaucoup plus attentif lors de l'entretien, et j'étais beaucoup plus scrupuleux lors des tests techniques notamment, pour l'amener dans des situations où je savais pertinemment qu'il n'avait pas la connaissance au début, en lui disant tout le temps dont il avait besoin. L'idée, c'est pas de piéger le candidat, c'est tout le temps, c'est toutes les ressources qu'il voulait. Et il m'a montré qu'il était capable d'apprendre, il était capable de confronter une problématique, il m'a posé des questions, j'ai aussi beaucoup apprécié le fait qu'il demande de l'aide au moment où il a trouvé ses limites, mais il m'a montré cette capacité à progresser. Et il est dans l'équipe, ça se passe super bien, voilà, du coup j'ai vraiment les 2 expériences. Du coup, en fonction du recruteur à qui vous allez avoir affaire en face, soit il a des expériences positives et il sera enclin à donner la chance au candidat, soit il a que des expériences négatives ou pas d'expérience, et ça peut être un frein. Il ne faut pas se mentir, ça peut être un frein de ne pas avoir le cursus universitaire de base. Mais en tout cas, voilà, j'ai aussi des bonnes expériences sur le sujet, donc c'est possible, il ne faut pas se décourager. La dernière question du coup, connaissez-vous des applications d'évaluation du niveau technique qui font référence auprès des recruteurs? Je connais plusieurs plateformes effectivement dont l'intérêt c'est de tester le niveau technique des développeurs. Je ne sais pas dire s'il y en a une qui fait référence ou pas auprès des recruteurs. Même honnêtement, personnellement, je ne connais pas d'autres recruteurs autour de moi qui utilisent vraiment ces plateformes-là de façon systématique pour juger le niveau technique d'un candidat. Parce qu'on préfère se faire sa propre opinion. En tout cas, parmi les recruteurs que je connais, il y a certainement des recruteurs qui préfèrent passer par les plateformes. Ils ne sont pas dans mon cercle de recruteurs que je fréquente. Je peux comprendre l'intérêt des plateformes parce qu'effectivement, ça permet de comparer les candidats plus facilement, ça permet d'avoir un panel des candidats plus large parce qu'en général, c'est du remote. Donc on a accès à des candidats qui viennent de toute la France ou même de l'étranger pour certaines plateformes. Mais je ne sais pas en nommer une et je ne peux pas vous en conseiller une en disant mettez-vous sur cette plateforme-là, ce sera la meilleure vitrine pour vous. Voilà, je ne peux pas vous donner cette information-là. Je ne suis pas consommateur aujourd'hui de ces plateformes. Du coup, pas de conseils plus larges. Pas plus précis. Pas plus précis. Très bien. Il est 12h12. Je vous propose qu'on arrête là. On a presque fait une demi-heure. Il y en avait des questions, dis donc. Le sujet intéresse. J'espère que ça a été utile pour vous. Que ça vous a plu. Merci beaucoup Nico. Avec plaisir. Et puis bonne chance à vous si vous êtes en recherche. Voilà, bonne chance à vous. Bon recrutement. Voilà, et à bientôt. Bon appétit. À bientôt.